sur le campus du Kirchberg, dans le cadre d'un nouveau cycle de conférences intitulé Sciences et Société. Comme vous le savez, à l'Institut français, nous avons organisé depuis plusieurs années déjà des cycles de conférences scientifiques qui sont très appréciés du public luxembourgeois. Et nous souhaitions continuer dans cette voie tout en nous renouvelant et en explorant davantage les dimensions philosophiques, humanistes et éthiques de la recherche scientifique. Aux mots sciences, nous associons en effet souvent, professeur Ganassia, les notions de progrès, d'innovation, d'évolution technologique sans limite, mais cela n'est pas sans poser de nombreuses questions relatives à l'évolution de notre monde, de nos sociétés, de nos économies aussi, et de nos modes de vie et de pensée. Et la science pose également cette question tout à fait fondamentale de l'éthique dont vous nous parlerez. C'est pourquoi, cher professeur Ganassia, l'Institut français du Luxembourg est très honoré de votre présence ici ce soir. Je vous remercie aussi d'inaugurer ce nouveau cycle intitulé Sciences et Société avec une conférence que vous avez dénommée de l'intelligence artificielle à la singularité technologique. Alors, Monsieur Ganassia, vous êtes ingénieur et philosophe de formation, vous êtes professeur des universités, actuellement professeur à l'université Pierre et Marie Curie, et vous menez des recherches sur l'intelligence artificielle au laboratoire informatique de Paris 6. Vous êtes par ailleurs président du comité d'éthique du CNRS et vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à l'intelligence artificielle, dont vous êtes un des grands spécialistes français. Je souhaiterais en particulier citer les deux derniers, parus pour l'un au Seuil, le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, et pour l'autre aux éditions du Cavalier Bleu, intelligence artificielle vers une domination programmée. Alors vous travaillez sur un sujet qui est très présent dans l'actualité, le lecteur luxembourgeois peut le constater dans la presse ces derniers jours, dans la presse quotidienne, mais aussi hebdomadaire, j'en ai amené quelques exemplaires pour vous. Et cela n'est pas sans générer de nombreux débats, sans susciter non plus des interrogations, voire quelques craintes, peut-être des frayeurs, je ne sais pas. Avant de vous laisser la parole, je voudrais remercier tous les partenaires de cette conférence, tous ceux qui nous font confiance. En premier lieu, l'Université du Luxembourg qui nous accueille ce soir, qui met à disposition cette salle. Ensuite, le Luxembourg Institute of Science and Technology qui a organisé une visite cet après-midi dans ses locaux avec vous, professeur Ganassia. Le lycée de l'Athénée qui a organisé une rencontre avec vous pour ses élèves. Et enfin, last but not least, nos partenaires, AG2R La Mondiale et Société Générale Banque Trust. Je salue la présence de Véronique de la Vacherie, qui est par ailleurs la présidente de l'association Victor Hugo, notre fidèle partenaire pour les activités de l'Institut français au Luxembourg. Et sans plus tarder, je vous passe la parole. Bonne soirée. Merci de m'avoir invité à faire un exposé sur l'intelligence artificielle. Je voulais commencer sans tarder. Alors j'ai juste une petite inquiétude. Je peux m'excuser, mais je vois que l'ordinateur veut redémarrer. Alors, je vais essayer quand même de lui dire non, de ne pas redémarrer. Et je ne sais pas comment faire. Ah, ça y est, j'arrive. Donc il me dit, alors je vais lui dire de redémarrer dans 4 heures. Ça va? Donc j'ai changé un petit peu le titre de mon exposé, j'espère qu'il ne m'en voudrait pas. Je l'ai intitulé « Quand la peur masque les dangers ». Alors, on va voir ce dont il s'agit, parce que je parle de peur ici. Et ensuite, je vais essayer de parler des vrais changements, des bouleversements constitutifs au développement de l'intelligence artificielle, et donc des précautions, en mon sens, qu'il faut prendre dès à présent. Mais je crois qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de la fiction, de ce qui est de l'ordre de la réalité. Et il ne faut pas ignorer la réalité sous prétexte que la fiction nous fait peur, au contraire, qu'on ne croit pas à cette fiction. C'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, pour préciser les choses, j'ai adopté un plan en 7 points un peu scolaire. Je prie de m'en excuser. En réalité, j'étais plus professeur. Je suis toujours professeur. Et pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus facile de structurer les choses. Donc, je prie de m'en excuser. Donc, je voudrais d'abord rappeler un tout petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle.
en faisant un peu d'histoire et en parlant de la naissance de l'intelligence artificielle, parce que c'est une discipline scientifique, c'est essentiel de comprendre ça. Parce qu'avec la science-fiction, souvent, on pense que l'intelligence artificielle, c'est une croyance. C'est éventuellement une crainte. Non, ce n'est pas de cet ordre-là. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. Ensuite, je voudrais expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, quelles sont ses conséquences, et puis ce qu'elle sera dans le futur. Je ferai un détour par ce que l'on appelle aujourd'hui les big data, parce que c'est assez à la mode, et je crois qu'il est important de comprendre ce à quoi ça correspond, parce que le terme big data est un peu étrange. Alors, vous voyez, en français, on utilise le terme anglais, alors qu'il y a un terme français, mais on préfère le terme anglais, qui reste très obscur, parce qu'en plus, les données sont grosses, qu'elles ont une propriété particulière. Et puis, ensuite, donc, j'évoquerai un certain nombre de fictions autour de l'intelligence artificielle, sur l'horizon qui est derrière ce terme. C'est ce que j'ai intitulé Jusqu'où. C'est là où on parlera de la singularité technologique que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et puis, je parlerai de deux choses. D'une part, ce qui me semble la conséquence du développement de l'intelligence artificielle, que j'appelle la réontologisation, je vous expliquerai ce dont il s'agit, et puis des questions d'éthique et d'humanisme numérique, qui est un peu plus optimiste quand même. Alors, première chose, donc, la naissance de l'intelligence artificielle. Alors, souvent on fait remonter la naissance de l'intelligence artificielle à Alan Turing. Vous avez tous entendu parler de ce personnage haut en couleur, qui est une espèce de génie précoce, qui, en 1936, il avait 24 ans à l'époque, il a posé les fondements théoriques de l'informatique. Les ordinateurs n'étaient pas construits. Le premier ordinateur électronique construit date de 1946. Le concept d'ordinateur plus ancien, il date du 19e siècle, mais ça date de 1946. Alors qu'est-ce qui s'est posé comme question? Donc après avoir fait ses travaux théoriques, après avoir contribué à l'effort de guerre allié pendant la Seconde Guerre mondiale, en décodant les messages ennemis avec des procédés de calcul qui étaient tout à fait nouveaux pour l'époque, il s'est mis à ses préoccupations plus universitaires. Il s'est demandé, est-ce qu'une machine peut penser? La question avait déjà été posée auparavant, il n'est pas le premier. Elle a été posée par exemple par Leibniz, qui a essayé de fabriquer une machine à raisonner. Ou elle a été posée aussi par quelqu'un qui s'appelle Gibbons, peut-être on avait entendu parler. C'est un économiste anglais qui a utilisé la jette de boule pour créer un piano à raisonner, un piano mécanique qui faisait du raisonnement automatique. Donc c'est une histoire relativement ancienne. Alors, Alan Turing reprend cette thématique dans deux articles, mais le plus connu, c'est cet article de la revue Mind qu'il publie en 1950, et dans lequel il va se demander qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les objections que l'on adresse couramment à l'idée qu'une machine puisse être intelligente. Par exemple, les gens disent elle ne peut pas avoir de conscience. Alors, il dit bon, peu importe. Il dit ce qui compte, c'est qu'on ait l'impression qu'elles sont intelligentes. C'est-à-dire que l'intelligence des machines, c'est l'homme qui l'attribue aux machines. Je crois que c'est important, on va revenir là-dessus, c'est tout à fait essentiel. Alors, il y a d'autres objections, par exemple l'idée que Dieu n'autoriserait pas l'homme à fabriquer une machine intelligente. C'est une objection intéressante, d'autant plus intéressante qu'on sait que, par exemple, dans la tradition juive, c'est l'inverse, parce que les juifs fabriquent des golems, qui sont un peu à l'image de Dieu, enfin plus exactement, qui mettent l'homme à l'image de Dieu, puisqu'il crée un double de lui-même, et que ça, fabriquer un golem atteste d'une forme de perfection. D'ailleurs, il marche, on lui met un message derrière les dents, qui est texte qui correspond au texte. Je n'insiste pas là-dessus parce que je pourrais me laisser emporter, parler plusieurs heures sur le golem. Il y a une magnifique exposition à Paris d'ailleurs sur le golem en ce moment. Si vous avez l'occasion d'y aller, passez-y, c'est extrêmement intéressant. Alors, je voulais dire ça parce que lorsque Alan Turing parle de l'intelligence des machines, il n'emploie pas le terme intelligence artificielle. Les gens qui l'ont inventé sont deux jeunes gens à l'époque, en 1955. Alors j'ai mis 1956, je vais vous expliquer pourquoi. En 1955, ces deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque, John McCarthy et Martin Minsky, qui ont fait des thèses de mathématiques, décident de créer une discipline scientifique qui permettra d'étudier l'intelligence avec ces objets nouveaux que sont les ordinateurs. Et ils l'appellent l'intelligence artificielle.
Oui, ça ne veut pas dire qu'on va créer une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on va étudier l'intelligence avec des techniques artificielles. Et ils disent ici clairement, on part d'une conjecture, un peu comme Galilée part d'une conjecture. Galilée dit la nature s'écrit en langage mathématique. C'est une hypothèse qui a été féconde, ça a fondé la physique. Et bien eux partent aussi d'une autre conjecture, un peu analogue, qui dit toutes les dimensions de l'intelligence et de l'apprentissage peuvent se décomposer de façon élémentaire. Donc l'intelligence, c'est un ensemble de fonctions, et ça peut se décomposer en fonctions très élémentaires, chacune de ces fonctions pouvant être simulée avec un ordinateur. Vous voyez que c'est une discipline scientifique qui a un horizon. Donc on parle de l'intelligence artificielle, l'article est tout à fait essentiel. L'intelligence artificielle, c'est un article défini. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui serait une entité mue par une espèce de conscience fabriquée par l'homme. C'est quelque chose de différent. C'est une discipline empirique, une discipline pragmatique qui, en 60 ans, a transformé le monde. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Avant cela, je voudrais juste dire que cette discipline fait suite à une autre discipline qui est née à partir de 1943 et qui a pris le nom de cybernétique. Peut-être en avez-vous entendu parler. Elle est extrêmement importante parce qu'elle va préparer les esprits justement à cette idée qu'une machine va pouvoir simuler différents phénomènes, dont les phénomènes neurologiques et peut-être d'ailleurs l'intelligence. En tout cas, Marvin Minsky lui-même avait commencé à travailler sur la cybernétique. C'était un cybernéticien, il a fait sa thèse en 1950 sur la cybernétique. Alors, cette cybernétique, elle vient en 1943 avec deux articles qu'on pourrait bien sûr commenter, mais ça nous éloignerait un tout petit peu de notre sujet ici. Mais ce qui est important, c'est de voir en 1943, c'est avant la fabrication du premier ordinateur électronique. Et effectivement, ce sont des gens qui ont vu les calculateurs, pas les ordinateurs, c'est-à-dire on parlait des relais téléphoniques et on arrivait à faire des calculs extrêmement puissants. Et ils ont vu là une image de ce qui pouvait se passer dans le cerveau, en tout cas ce que l'on connaissait à l'époque du cerveau. Et c'est ce qu'on a fait avec les réseaux de neurones formels qui sont nés à ce moment-là. L'homme qui a inventé les réseaux de neurones formels, c'est un jeune homme qui a 20 ans à l'époque, quelqu'un tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Roger Pitts, et qui est quelqu'un d'une origine extrêmement modeste, qui a été invité à l'université de Chicago, il a une bourse, et là, il s'assoit sur un banc, il lit un bouquin, et il y a quelqu'un qui regarde, un professeur plus âgé que lui, qui s'appelait Carnap. Peut-être que certains d'entre vous qui sont philosophes en ont entendu parler, c'est un des très grands philosophes, des très grands logiciens, donc sur le campus de l'université de Chicago, et il voit ce jeune homme et il commence à discuter avec lui, et il trouve qu'il a des idées tout à fait extraordinaires, et il le met en contact avec Warren McCulloch, et donc il réalise un papier qui est extrêmement important, il est fondateur, parce qu'il a lancé le principe des réseaux de neurones formels. C'est important parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on parle d'apprentissage profond, ce sont des réseaux de neurones formels. C'est la même idée qui va être poursuivie pendant 70 ans, plus de 70 ans, et qui va donner des résultats tout à fait étonnants, avec bien sûr des hauts et des bas. Je n'ai pas le temps d'exposer ça, mais c'est cette idée. Alors, je voudrais maintenant assez vite vous parler de l'intelligence artificielle. Je vous dis qu'en 60 ans, l'intelligence artificielle a changé le monde. Alors, première chose, ce que l'on ne sait pas, exactement ce que peu de gens savent, c'est que l'intelligence artificielle est à l'origine du web. Alors peut-être que je vais essayer d'expliquer les choses. Qu'est-ce que c'est que le web? Alors d'abord, oui, je voudrais reposer une question. Est-ce que vous savez quel est le pays, qui est-ce qui a inventé le web? C'était aux États-Unis. Qui est-ce qui pense que c'est les États-Unis? Alors qu'est-ce qui pense que c'est autre chose que les États-Unis? D'accord, bon, ça va. C'est une invention européenne. Enfin, européenne. C'est quelqu'un qui s'appelle Kim Berners-Lee, qui est anglais. Alors, est-ce qu'il est européen encore? On va dire qu'il était européen. Et ça a été inventé à Genève. C'est le CERN, projet européen, s'il y en a. Et qu'est-ce que c'est le web? C'est le couplage d'Internet. Donc Internet, oui, c'est américain, ce sont les réseaux de télécommunications, des protocoles qui permettent tous les ordinateurs d'échanger, le couplage d'Internet avec l'hypertexte.
L'hypertexte, là c'est aussi une invention américaine. Enfin, vous savez que Ted Nelson qui l'a inventé était d'origine norvégienne. Enfin, il a vécu quand même pas mal aux États-Unis. Et en 1965, il a l'idée d'augmenter un texte avec des liens et que ce soit une image de la mémoire. Bon, pour tout dire, Ted Nelson, c'est un être tout à fait fantaisiste. Hein, je l'ai croisé, hein, il est assez extraordinaire. D'abord, si vous l'invitez, vous aurez du mal ici parce qu'il ne vit que sur l'eau. Alors on l'a invité à Paris, il a fallu lui louer une péniche. Mais donc, Ted Nelson avait écrit un livre de philosophie, c'était un jeune philosophe, et il avait trouvé que c'était difficile. Et ensuite, en 1960, il suit un cours d'informatique. Il se dit, c'est formidable l'informatique. Il dit, je vais utiliser l'ordinateur pour démêler mes idées. Et il dit, je vais prendre 2 ans pour faire ça, puis ensuite j'écris mon prochain bouquin. Et puis, il a vraiment du mal. Mais il s'acharne, et comme ça ne marche pas, il se dit, bon, je ne vais pas exactement représenter toutes les idées, je vais juste représenter un texte augmenté. Et il est assez imaginatif, et il dit, c'est un super texte, il l'appelle un hypertexte. Et cette notion d'hypertexte, il la programme avec des techniques d'intelligence artificielle, et il la publie dans une conférence d'intelligence artificielle. Cette notion a été reprise justement par Tim Berners-Lee, qui s'est dit, ces liens, au lieu que ce soit des liens sur une même machine, ça va être des liens sur un réseau de télécommunications. C'est le web. D'ailleurs, le protocole du web, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et le langage des pages du web, était HTML, Hypertext Markup Language. Donc, vous savez, effectivement, ce que je veux dire là, c'est que l'intelligence artificielle a joué un rôle central dans la naissance du web et dans beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le web sémantique, c'est de l'intelligence artificielle. Puis on peut aller bien plus loin, alors je vais donner quelques exemples. Ici, les robots, il y a de l'intelligence artificielle, il n'y a pas que de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les robots. Parce qu'ils font, ils ont des capteurs, ils interprètent ces capteurs avec des techniques d'intelligence artificielle, et ensuite ils prennent des décisions avec des techniques d'intelligence artificielle. J'ai rajouté les bots. Alors qu'est-ce que c'est que les bots? Ce sont les robots virtuels. C'est-à-dire ces petits êtres, ces elfes qui se promènent sur la toile, nuit et jour, qui ramènent de l'information, qui conditionnent nos vies. Éventuellement, d'ailleurs ici, vous devez avoir beaucoup d'elfes comme ça, parce que les robots traders haute fréquence, ce sont aussi des bots. Donc, j'imagine que vous savez que ça a quand même une réalité substantielle. Ça a beau être immatériel, c'est substantiel. Alors, les véhicules autonomes, ça utilise de l'intelligence artificielle. La biométrie, la reconnaissance d'empreintes digitales, par exemple, ça utilise de l'intelligence artificielle. La vision artificielle, la reconnaissance des formes, la reconnaissance de la parole, des choses qui sont tout à fait banales aujourd'hui. On est capable de reconnaître sur n'importe quel téléphone portable, plus ou moins bien, mais assez bien quand même. On a des machines à dicter. C'était inimaginable il y a quelques années. Des métiers qui ont complètement disparu, les sténographes, dactylographes par exemple, ont disparu. Le traitement et la compréhension du langage naturel, là encore, vous avez énormément de choses qui se font traiter aujourd'hui. Et puis, j'arrive un peu plus loin, ce qu'on appelle les e-sciences. Il y a une révolution silencieuse, une rupture épistémologique dans le domaine scientifique qui fait que là où la science moderne, à partir de la Renaissance, à partir d'un schéma qui a été introduit par Galilée, qui a été repris par beaucoup, et entre autres en France par Claude Bernard, avec l'introduction de la médecine expérimentale, ça part. L'idée, c'est qu'on part d'une hypothèse scientifique, ensuite on va construire un dispositif matériel, une expérience, et on recueille les données qu'on confronte à ce qu'anticipe la théorie. Puis bien sûr, ça ne marche pas, on raffine la théorie, on fait des expériences. Ça aujourd'hui, ça se transforme. Pourquoi? Parce que on enregistre des données de façon systématique. Et après, on va tester des théories sur les données. Éventuellement, on va même engendrer des champs de théories, on va engendrer tout un tas de théories qu'on va tester sur des données. Là, c'est ce qu'on appelle les e-science. Et on utilise aussi le terme expérience in silico. Ce qui montre bien sûr qu'on va tester des choses sur le silicium, sur les puces en silicium, par opposition aux expériences in vivo et in vitro. Donc, vous voyez l'importance que ça peut avoir, et on va voir qu'il y a encore beaucoup de choses. Alors, donc, quelques succès, par exemple, vous vous souvenez, il y a 20 ans quand même, le champion du monde aux échecs, Garry Kasparov, qui a été battu par une machine après un match mémorable, et puis il a pu quand même dire, c'est un défi très ancien, celui des échecs, ça commence, les premiers programmes d'échecs commencent
juste après la guerre, avec Shannon, avec Turing. Turing fait un premier programme à la main, etc. Je passe tous les détails, mais ça a été l'objet de tout un tas de paris, de débats, etc. Donc 97, la machine bat le meilleur joueur au monde. Et ensuite, d'ailleurs, les gens se sont dit que peut-être qu'elle ne battra pas tous les joueurs au monde. Et 3 ans après, il y a une autre expérience, toujours avec Garry Kasparov. Et les gens se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils ont dit, on va émouvoir la machine. Alors, ils ont fait ouvrir le premier coup par la plus belle femme, Miss New York, Cathy O'Hara. Ça n'a pas marché. Mars 2016, ça vous en souvenez tous, c'était l'an dernier, au jeu de Go, on pensait qu'il était impossible, et puis on utilise des techniques d'apprentissage machine. Et puis, alors ce que je voudrais dire, et c'est ça qui est important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement des grands défis comme cela, c'est un changement du monde. Et en particulier, pour essayer de résumer ça, je crois qu'on a un changement d'économie. Alors je vais résumer avec une formule qui va vous sembler un peu étrange, de la femme sans tête à la femme sans tête. Alors qu'est-ce que c'est que la femme sans tête? La femme sans tête, je ne sais pas si vous vous souvenez du roman de Zola, Au bonheur des dames, il y a dans la vitrine des Galeries Lafayette, je ne sais pas si ça peut déjà y avoir, non, c'était pas encore les Galeries Lafayette, mais peu importe, c'était... En tout cas, il y a un mannequin dont la tête est remplacée par une étiquette. Et c'est la femme sans tête, justement, c'est emblématique de ce que va être la société de consommation dans les années à venir. C'est un modèle pour tous, le prêt-à-porter. Ça ne nous dit rien, parce qu'aujourd'hui, on s'habille presque tous en prêt-à-porter, mais avant, non, c'était pas le cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cette idée d'un modèle pour tous est en train de basculer, parce qu'aujourd'hui, on a des techniques qui permettent d'adapter un modèle à chacun. C'est ce qu'on appelle entre autres un long trade, etc. Et bien sûr, pour adapter un modèle à chacun, le problème c'est que l'offre est telle, l'offre est pléthorique, qu'on a affaire à ce qu'on appelle la crise du choix. Il y a tellement de choses qu'on a le vertige, on n'achète plus. Et donc il faut stimuler le désir. Et pour stimuler le désir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître le désir de chacun. Et donc, il faut essayer d'analyser ce que les gens aiment. Alors, on vous pose en permanence les questions. On vous dit qu'est-ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On regarde ce que vous avez acheté. C'est ça qui fait l'objet des recherches actuelles des grandes sociétés. C'est pour ça qu'on a construit ce qu'on appelle les big data. Parce qu'on a besoin de savoir tout ce que vous faites pour essayer de vous proposer le bon produit au bon moment. Alors, j'appelle ça la femme sans tête. C'est un recueil de collages qui a été fait par Max Ernst. Je trouvais que c'était particulièrement important, sans tête, parce que justement, il faut trouver toutes les têtes. On fait du profilage. De psychologie, un profilage, c'est l'idée d'être capable de préciser quels sont les traits psychologiques des criminels. Mais c'est la même idée, là, c'est pas les criminels, ce sont les consommateurs, c'est la même chose. Il faut essayer de vous proposer la bonne chose au bon moment. On ne vous fait pas louer, mais il faut ouvrir votre porte-monnaie. Et c'est ça qui est essentiel avec ce qu'on appelait le 2.0, ça à peu près, ça naît en 2004. Je n'ai pas le temps d'insister, il y a toute une histoire de ce genre de choses, ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est ça qui engendre ces grandes données. Alors ça va me permettre de faire une transition sur ce qu'on appelle les big data. Alors qu'est-ce que ça veut dire les big data? Les grosses, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu bizarre, parce que la grosseur n'est pas quelque chose de qualitatif, vous voyez. Pourquoi c'est gros? Pourquoi conceptuellement ça change? Puisqu'en plus, l'évolution de l'informatique fait qu'à chaque étape, on a eu plus d'informations qu'à l'époque précédente. Et donc, la grosseur, d'une certaine façon, est congénitale. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à parler de grosses données? Alors, donc, je vais essayer de préciser les choses. Alors, tout d'abord, je vais donner une idée de ce que sont ces masses de données. En français, il y a un terme, c'est masses de données. Alors, pour ça, j'ai pris l'image de la Bibliothèque nationale de France. On sait qu'au catalogue des livrets imprimés, il y a à peu près 14 millions d'exemplaires. Ce qui est pas mal. D'ailleurs, je discutais avec les gens de la BNF et puis parmi ces 14 millions, il faut savoir que beaucoup n'ont jamais été ouverts. Mais peu importe. 14 millions d'exemplaires, ça fait donc beaucoup pour un homme. Alors moi, comme je travaille un peu avec les littéraires, c'est un peu l'horizon de la connaissance. Alors maintenant, on va se dire à quoi ça correspond. On va supposer qu'un livre, c'est 1 million de caractères. C'est beaucoup, quand ceux qui ont écrit des bouquins, en général, on fait un peu. Moi, je fais un peu. Pour d'autres raisons, parce que sinon les gens ils lisent pas. Mais c'est beaucoup. Et en quantité d'informations, ça fait 1 million de caractères, ça fait à peu près
1 mégaoctet. C'est un peu décevant, c'est pas beaucoup 1 mégaoctet. Et comme ça, on a créé une licence lettres et informatique, et on avait des gens qui se sont présentés, qui étaient tout à fait extraordinaires. L'idée, c'était d'avoir une licence mixte où les gens apprennent à la fois des lettres et de l'informatique. Et donc, il y a une étudiante, donc, elle nous dit qu'elle écrivait un peu. Qu'est-ce que j'écris combien? Elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas compter combien j'écris, mais j'ai regardé, ça fait 5 mégaoctets sur mon disque. Elle s'est dit qu'elle était tout à fait appropriée pour faire cette bi-licence lettres informatique. Alors, donc, si maintenant je regarde le catalogue des livres imprimés, j'ai dit 14 millions d'exemplaires, donc ça fait 14 millions fois 1 mégaoctet, ça fait 14 téraoctets. Et ça, 14 téraoctets, vous avez les disques que vous achetez dans le commerce, ils font quoi? 1, 2 téraoctets. Donc vous pouvez avoir la bibliothèque à côté de vous. C'est moins encombrant quand même que ce bâtiment. Alors, après, donc, on peut se dire, qu'est-ce que c'est? Alors, le volume du web en 2015, c'était 7 zétaoctets. Bon, c'était peut-être pas précis, mais ça fait 7 10 puissance 21 octets. Ça fait un demi-milliard de BNF. Alors, maintenant, il y a quelque chose de surprenant. Je ne sais pas si vous utilisez Twitter, c'est des petits messages Twitter. Alors, par jour, Twitter enregistre 7 téraoctets. Ça fait une demi-BNF quotidienne sur Twitter. Ça donne un peu le vertige, parce que bon, on a l'impression quand même que c'est moins dense. En 2 jours, vous avez une BNF. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grosses données? On parle de déluge de données. Donc, ils ont 3 caractéristiques. Alors, d'abord, ce qu'on appelle les 3 V. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données, je l'ai expliqué, mais pas seulement beaucoup, il y a des données de tous ordres. C'est-à-dire que non seulement il y a des textes, moi j'ai compté que les textes dans la BNF, mais il y a aussi les images. Alors, les images, c'est très gourmand. Il y a les films, c'est très très gourmand. Il y a aussi tous les sons, etc. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'informations. C'est quand même. Enfin, je ne veux pas dire que, par exemple, le cinéma soit moins dense que l'écrit, mais enfin, disons que c'est difficile de comparer. Mais il y a aussi 2 autres caractéristiques qui sont importantes. C'est que, d'une part, il y a une acquisition continue d'informations. J'ai parlé de crowdsourcing tout à l'heure. Sur le web, chaque fois que vous tapez une requête sur un moteur de recherche, ça dépend quel moteur de recherche vous prenez. Si vous prenez un moteur de recherche très connu, il enregistre toutes vos requêtes. Et les utilise d'ailleurs. Il fait de la publicité ciblée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous cherchez une paire de lunettes, vous avez plein de publicité pour les. Ce n'est pas obligatoire, je ne vais pas faire de la publicité pour des moteurs français, mais vous avez un moteur qui s'appelle Quant, qui s'engage à ne pas tracer les utilisateurs. Vous pouvez utiliser en fait qwalt.com, il est formidable. Et les requêtes sont à peu près les mêmes, et je vous engage à mettre par défaut un moteur comme Quant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une administration, on est capable de suivre à la trace tout ce que vous faites avec vos requêtes. Et il suffirait tout simplement d'utiliser Quant par défaut pour ne pas avoir ça. Et si jamais vous avez un problème, vous pouvez utiliser Google. Alors, je continue donc. Ça, c'est la question continue. Puis la dernière chose, et ça c'est tout à fait essentiel, c'est qu'on traite toutes les données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échantillonnage. Ça, c'est essentiel parce que, c'est sûr, jusqu'à présent, quand on voulait faire face à une grande quantité d'informations, on faisait comme on fait dans un sondage. On avait une idée de la répartition de la population et on tirait en fonction de cette idée. Là, aujourd'hui, on ne fait pas ça. On prend tout. Et c'est ce qui fait que Google, par exemple, vous dit, on étudie les requêtes et à partir de ça, on voit qu'à tel moment, dans telle ville, il y a des requêtes qui sont corrélées à une maladie, par exemple un début de grippe. Donc ils disent on détecte des épidémies avec le big data. Parce qu'on voit des anomalies. Si on ne pourrait pas faire ça avec un échantillon. Donc ça c'est tout à fait essentiel. Ça explique bien sûr l'intérêt qui a été porté à cette notion de big data. Ça a des défauts en même temps, parce que les big data, juste une petite parenthèse, du point de vue épistémologique, on établit des corrélations. Les corrélations, ce ne sont pas des causalités. Par exemple, en santé, ma femme est dermatologue, et alors il y a une corrélation entre les crèmes solaires et puis les cancers de la peau. Alors est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires donnent le cancer de la peau?
Pas obligatoirement, mais c'est pas obligatoire, parce que on peut dire aussi qu'il y a un facteur commun. C'est qu'en général, les gens mettent des crèmes solaires quand ils vont au soleil. Et c'est plutôt le soleil qui cause le cancer de la peau. Enfin, ça ne veut pas dire que les crèmes solaires ne donnent pas le cancer de la peau, mais il faudrait faire une expérience particulière. Il faudrait que les gens aient la même exposition au soleil, et ça, on ne le fait pas avec les big data. Alors, quel est le miracle qui s'est produit ces dernières années? C'est que ces énormes quantités d'informations qui faisaient un peu peur, on a parlé du déluge, c'est quelque chose qui vous noie, et bien, le miracle, c'est qu'avec les techniques d'intelligence artificielle, on arrive à tirer parti de ces très grandes masses d'informations. Et plus il y a d'informations, meilleurs sont les résultats. Alors pour ça, on a utilisé des techniques d'apprentissage machine, il y a plusieurs techniques d'apprentissage machine, mais ces dernières années, on a surtout utilisé ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Alors qu'est-ce que c'est que l'apprentissage profond? Je vais parler des réseaux de neurones formels, qui sont nés en 1943. Alors le problème des réseaux de neurones formels, c'est que vous avez un peu une image de ce qui se passe dans notre cerveau, vous avez des cellules, vous avez des connexions qui correspondent à nos synapses. Et on sait que dans le cerveau, il y a une modification de la conductivité des synapses. Il y a plusieurs types de synapses, je ne rentre pas dans le détail, il y a des synapses chimiques, des synapses électriques, mais il y a une modification de la conductivité des synapses, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique, et on pense que l'apprentissage est consécutif à cette modification de la plasticité des synapses. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de simuler sur des machines ce qui se produit dans le cerveau. Et donc on s'est dit, on va adapter automatiquement ces voies synaptiques. Alors, les gens ont commencé à partir des années 50, c'est ce qu'a fait Marvin Minsky, il est arrivé. Ensuite, il y a eu quelqu'un qui a prétendu le faire en 1957, qui a inventé quelque chose qu'il a appelé le perceptron. Effectivement, ça marchait assez bien, c'est ça. Ça s'appelle perceptron, c'est comme une rétine. Vous avez des cellules qui vont recevoir de la lumière, celles qui sont activées vont propager de l'information, et vous avez les synapses. Et à partir de ça, donc, son idée, c'est d'ajuster les voies synaptiques pour reconnaître des lettres, des formes, etc. Ça n'a qu'une seule couche de synapse entre deux couches de cellules. Alors, ce qu'elle a démontré McCulloch-Hewitt en 1943, c'est que si vous aviez un réseau à 3 couches, vous pouviez réaliser n'importe quelle fonction logique. Mais à 2 couches, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, il n'a pas démontré. Et ce qu'a démontré Marvin Minsky, quelques années après, en 1969, qui était un peu vexé quand même de voir, en plus c'était son copain qui l'avait fait, mais il n'était pas arrivé, il a démontré dans un livre qui est très intéressant d'ailleurs, un perceptron, qu'il y a des limitations intrinsèques au système à 2 couches. Et donc, il disait, on ne peut pas, ça ne suffit pas. Et donc il a fallu attendre 1986 pour que, avec des appareils mathématiques qui s'inspirent de la physique statistique, on réalise des systèmes d'apprentissage sur plusieurs couches, sur 3 couches. Et comme c'était très long à faire, on se limitait à 3 couches. Et c'est ce qu'on appelle la rétropropagation de gradient. Alors, rétropropagation, c'est qu'on propage en arrière, et gradient, c'est la différence entre la sortie espérée et la sortie obtenue. Et donc, ces choses étaient très intéressantes. Puis après, des mathématiciens qui se sont dit, on va formaliser ça. Ils ont introduit d'autres techniques d'apprentissage qui étaient plus efficaces. Et puis, il y a des acharnés, dont un jeune Français qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Yann Lequin, qui a continué à utiliser ces réseaux de neurones. Et il a montré en 2010 qu'en utilisant des réseaux non pas à 3 couches, mais à 10, 13 couches, on obtenait des résultats qui étaient meilleurs qu'avec les autres techniques d'apprentissage. Et c'est ça qui explique l'explosion actuelle de l'apprentissage machine. Alors c'est possible parce qu'aujourd'hui on a des millions de connexions, il y a des millions de synapses sur les machines, c'est possible parce qu'on a des machines puissantes. Et ça marche très bien. Fait de la reconnaissance des formes. Alors, pour donner un exemple, ici, Google a un logiciel qui fait de la reconnaissance de visage. Il l'entraîne sur 200 millions d'images. Il n'y a pas 200 millions d'individus, mais il y a plusieurs images par individu, une cinquantaine, une centaine, oui, ça fait plusieurs millions d'individus. À partir de ça, il obtient un taux de reconnaissance exact de 99,63%. Bien sûr, c'est très impressionnant, parce que ça reconnaît mieux que les hommes. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on reconnaît dans la foule. Ce sont des conditions quand même un peu contrôlées. Pas complètement, mais un tout petit peu contrôlées. C'est important, on reviendra là-dessus tout à l'heure, parce que les conséquences sont négatives. Alors, le futur. Alors, le futur,
il se trouve que j'étais invité l'an dernier à New York à une conférence sur le futur de l'intelligence artificielle. Et donc là, il y avait tous les industriels qui travaillaient sur le sujet. Il y avait les gens de Google, il y avait les gens de Facebook, il y avait les gens de NVIDIA. NVIDIA, ce sont les processeurs graphiques qui sont utilisés pour faire de l'apprentissage. Au départ, c'était des processeurs massivement parallèles, mais qui aujourd'hui sont utilisés pour faire de l'apprentissage. IBM, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le défi aujourd'hui, ce sont les données. Parce qu'on a affaire avec ces industries du futur des dimensions considérables. Par exemple, les gens sur Facebook, il y en a 1,5 milliard. Les gens sur WhatsApp, 900 millions, etc. Et puis ensuite, bien sûr, les photos partagées par jour, il y en a 2 milliards. Les requêtes, il y en a 20 000 milliards par jour. Il y a à peu près sur Google. Comment tirer parti de ce? Et donc, c'est bien sûr le défi auquel s'affrontent les spécialistes. Ensuite, des défis comme la voiture autonome, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des capteurs partout dessus, des caméras. Et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ces caméras? C'est reconnaître l'environnement. Et pour ça, on utilise de l'apprentissage pour essayer de reconnaître les panneaux de signalisation, pour reconnaître la route, pour reconnaître les autres véhicules. Et ensuite, une fois qu'on a reconnu l'environnement, on va prendre une décision. Et là encore, c'est de l'intelligence artificielle qui permet de prendre la décision. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple de l'actualité de l'intelligence artificielle, du futur, parce que les grands industriels veulent le faire, sont des assistants intelligents. Par exemple, vous aviez l'assistant Vive, alors c'est l'équipe qui avait fait Siri, et son idée c'était de chez vous, vous allez pouvoir commander une pizza, ce qui est sympathique. Vous avez la petite colonne Echo. Alors je ne sais pas si elle est en vente ici, mais en France elle n'est pas en vente, mais j'ai une amie qui l'a acheté. C'est vrai qu'il faut avoir un cœur bien accroché, c'est une petite colonne comme ça, noire, vous la mettez chez vous, et elle enregistre tout. En permanence. Et quand vous l'appelez, elle reconnaît que vous l'appelez et elle vous répond. Alors elle peut vous donner la météo, elle peut, je ne sais pas, commander ce que vous voulez, etc. C'est formidable. Moi je trouve que c'est un peu intrusif. Non, il y a eu d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Il y a eu une maison dans laquelle il y avait cette colonne, dans laquelle il y a eu un crime. Donc la police a demandé à Amazon les traces. Amazon a refusé de les donner. Ça pose des questions intéressantes. Je ne sais pas ce qu'ils auraient dû faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses importantes et ce sont des choses dont les conséquences sociales sont centrales. Parce que, par exemple, si vous avez ce petit agent qui vous permet de commander votre pizza de chez vous et qui connaît vos goûts, c'est par exemple que vous aimez la pizza hawaïenne. Elle va y aller et elle va trouver le restaurant qui donne la pizza hawaïenne qui vous plaît. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le segment terminal de toute une chaîne de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chaîne de valeur, elle va être asservie à ces agents, plus exactement, aux industries qui possèdent ces agents intelligents. C'est-à-dire qu'il va se passer avec la restauration rapide, ce qui s'est passé avec Booking.com. Les hôteliers étaient très contents au début, ça leur a amené un peu plus de clients. Maintenant, je ne sais pas si vous commandez par Booking.com, vous discutez avec les hôteliers et vous voyez toutes les difficultés qu'ils ont, en particulier les marges qu'ils prennent, les contraintes qu'ils imposent, etc. Ce sont ça les vrais dangers de l'intelligence artificielle. Nous allons revenir là-dessus. Alors, autre chose, bien sûr, accès à la connaissance. IBM qui avait réalisé ce système Watson tout à fait extraordinaire qui avait remporté sur les meilleurs humains en jeu de Jeopardy. Alors, ce que propose un ami américain qui m'appelle. Bon, c'est là le moment. Voilà, j'ai mis le silence. Alors, donc, Watson, qui, d'après IBM, va être utilisé dans le domaine de la santé pour analyser les publications scientifiques et aider les médecins à prendre des décisions. Donc ça vous donne un peu une idée de toutes les applications, mais je m'en ai cité que quelques-unes, il y a beaucoup d'autres applications. Quand je dis que ça a transformé le monde, c'est qu'effectivement, dans tous les domaines, il y a de l'intelligence artificielle, et le futur, les industries, imaginent, mettre de l'intelligence artificielle un peu partout. Donc je ne vais pas toutes les passer en
La question maintenant que je vais poser, c'est jusqu'où? C'est-à-dire quelles sont les limites de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai repris une image que j'aime beaucoup, vous en souvenez tous, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. J'aime beaucoup parce que c'est le retour dans le monde du XVIIIe siècle. Ce sont les Lumières. C'est la question, est-ce qu'on est dans le domaine du progrès ou pas? C'est exactement la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors là, c'est un film plus moderne, Ex Machina, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Et bien sûr, ce film fait écho à des déclarations de personnalités majeures, d'autorité, on peut dire, du monde contemporain. Et en particulier d'autorité scientifique, qui parle du danger de l'intelligence artificielle. Et en particulier, il y a une figure que vous connaissez tous, bien sûr, une figure tout à fait étonnante, et en même temps, je veux dire, incontestable. Sa douleur, sa souffrance physique, sa volonté, bien sûr, et qu'on ne peut pas remettre en cause ce qu'il dit. Et donc, Stephen Hawking, dans une tribune en Télégraphe en 2014, explique que l'intelligence artificielle, c'est le plus grand danger existentiel pour l'humanité. Ça veut dire que ça conduit à la fin de la vie. Est-ce que c'est vrai? Alors, non seulement il signe ça, mais il le co-signe avec Marc Fermat, qui est prof de physico-MIT. Et avec Franz Wilczek, qui est non seulement prof de physico-MIT, mais prix Nobel de physique. Ça fait quand même peur. Et à ça, on peut se dire, bon, aucun d'entre eux n'est spécialiste de l'intelligence artificielle. Et il rajoute Stuart Russell. Alors, pour ceux qui ont fait un peu d'intelligence artificielle, c'est l'auteur Peter Norvig d'un manuel d'intelligence artificielle qui fait autorité dans le domaine, puisqu'on le donne à la plupart des élèves. Il se trouve que Stuart Russell a été dans mon laboratoire pendant 2 ans. Alors, il faut se dire, ils doivent avoir raison. Beaucoup de gens nous disent, ils ont des informations, peut-être que nous n'avons pas. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment des informations que nous n'avons pas, et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils ne les donnent pas? Est-ce que c'est très honnête de leur part s'ils ne les donnent pas? Moi, j'ai fait comme s'ils n'avaient comme information que ce qu'ils disaient. C'est ce que j'ai fait dans un livre. Alors, quels sont les arguments? C'est qu'avec l'intelligence artificielle, et en particulier avec le big data que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons des systèmes qui deviennent autonomes comme la voiture de Google, qui deviennent extrêmement impressionnants comme Siri, comme Watson que j'ai évoqué tout à l'heure. Et peut-être que, continuons d'apprendre, ces machines nous dépassent. Elles nous dépassent déjà. Donc si elles nous dépassent, elles vont nous condamner à être sur le côté, puisqu'elles vont prendre le pouvoir à notre place. Alors, c'est exactement ce que j'ai appelé l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. La révélation de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est ce que disent tous ces gens-là. Ils disent, tandis que l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de ceux qui le maîtrisent, l'impact à long terme dépend de la possibilité même de le contrôler. Et ils disent, attention, c'est la fin du monde. Ils ne disent pas comme ça, mais parce que pour eux, ce n'est pas tout à fait la fin du monde. C'est un autre. Alors, bien sûr, pour essayer de traduire ça, ils ont repris une notion qui avait été utilisée par les mathématiciens. Alors, l'idée, bien sûr, de reprendre cette notion ne vient pas d'eux, elle vient de la science-fiction. Mais je vais essayer de réexposer, donc ils parlent de singularité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une singularité? Au sens mathématique, une singularité dans une fonction, c'est un point critique, où les choses ne sont pas très bien définies. Par exemple, si vous avez, on ne la voit pas très bien, mais la fonction qui a x associée à 1 sur x, au voisinage de 0, elle est mal définie. Juste avant, elle est moins infinie, juste après, elle est plus qu'infinie. C'est ça qu'on appelle une singularité. Alors, il y a eu beaucoup d'études mathématiques sur les singularités. Il y a des singularités qui ne sont pas des discontinuités. En particulier, il y a un mathématicien français, René Thorne, qui, dans les années 70, certains d'entre vous s'en souviennent, avait élaboré une théorie qu'on appelait la théorie des catastrophes. C'est une branche de la théorie des singularités. Il avait essayé d'énumérer ces choses bizarres. Par exemple, vous allez sur une lame de rasoir, vous imaginez, une saison de pensée, vous promenez sur une lame de rasoir, vous montez, c'est difficile, vous arrivez au sommet, puis bang, ça va dans l'autre sens. Alors c'est ce qu'on appelle un point de rebroussement. C'est ça, c'est un point de rebroussement.
Hein, vous avez d'autres singularités, alors c'est à 3 dimensions, c'est ce qu'il appelle la fronce. Mais il y en a plein d'autres, il y a les caustiques, il a tout un langage pour décrire ces singularités. Ces singularités, dans l'esprit de Breton, étaient une description du monde environnant. Et c'est d'abord une description du monde naturel, et puis ensuite, ça pouvait éventuellement être utilisé par les sciences sociales, sans d'ailleurs donner énormément de résultats dans les sciences sociales. Mais c'était descriptif. De ce point de vue-là, c'était intéressant, du point de vue mathématique. Les physiciens ont utilisé cette notion de singularité parce qu'il arrive que les équations qui régissent les phénomènes présentent des singularités mathématiques. Et en général, à ce moment-là, il y a des étrangetés du point de vue physique. Alors, un exemple de singularité, ce sont les trous noirs. C'est l'effondrement gravitationnel qui donne une singularité. Il faut se souvenir quand même que Stephen Hawking est un astrophysicien qui est un spécialiste des trous noirs, donc il connaît les singularités. Donc, les singularités qu'il connaît sont des singularités spatiales. Alors, ce dont il nous parle, c'est d'autre chose. Pourquoi on parle de singularité en technologie? C'est l'idée qu'il y a la loi de Moore. Alors, la loi de Moore, c'est une loi qui a été émise en 1964 par Gordon Moore, qui était le fondateur de la société Intel. La plupart des processeurs aujourd'hui sont des processeurs Intel. Et il a dit que la vitesse des processeurs, la capacité de stockage double à intervalles réguliers. Tous les 2 ans, tous les 18 mois, peu importe. Et cette loi s'observe effectivement depuis 1950. Il y a des gens qui disent, bon ben, si on continue cette loi, on va avoir des machines qui vont être plus rapides que nous. Et effectivement, c'est une loi qu'on appelle exponentielle. Sur l'exponentielle, pour tous les gens qui ont fait un peu de maths, se rendent compte au début c'est très lent, et puis après, ça devient vertigineux. Alors, donc, l'idée c'est que ces machines, elles vont devenir tellement intelligentes qu'elles vont nous dépasser. Alors, il y a 2 scénarios. Soit elles nous dépassent, elles prennent le pouvoir, et on se passe de nous. Alors, on est soit des animaux, soit réduits à état d'impuissance, soit même carrément les machines nous en voudront et nous supprimeront. Et il y a d'ailleurs des gens qui se réjouissent de ça, parce qu'ils se disent ces machines qui vont nous supprimer, elles vont être plus intelligentes que nous, et donc ça va être l'évolution de l'esprit. Donc on doit se résigner, on n'est qu'un jalon dans la grande histoire, la grande épopée de l'évolution. Non mais c'est exactement ce que disent les gens les tenants de la singularité. Et alors, donc, d'autres sont un peu plus optimistes et disent, voilà, ici, ils dressent comme ça un schéma, ils prennent des jalons. Alors les jalons, vous voyez, c'est un peu un catalogue à l'après-vert. Ça commence, c'est la vie, les eucaryotes, l'explosion, les plantes dans le Cambrien, les reptiles, les mammifères, les primates, les hominidés, les hommes, ensuite l'Homo erectus, le langage parlé des Homo sapiens, l'art, déjà l'art, c'est bizarre. Les premières vies d'agriculture, l'écriture et la les États et les cités, l'impression, la révolution industrielle, etc. Alors l'idée, c'est que tout ça, oui, c'est une loi exponentielle. Vous regardez les années, vous regardez ici, et puis la complexité, et donc ça décroît comme ça. Alors l'idée, c'est qu'à un moment donné, ça va être tellement perfectionné que ça va être les machines, et les machines vont l'emporter sur les hommes. Et quand elles vont l'emporter sur les hommes, donc j'ai dit tout à l'heure, elles peuvent soit dépasser les hommes. Alors la personne qui a fait ça, juste, je vous dis, quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, c'est quelqu'un qui a été un ingénieur, alors tout à fait extraordinaire. Il a commencé sa carrière, il avait 18 ans. Il a dit qu'il avait inventé un ordinateur qui écrivait de la musique. Et c'est un joueur de musique. Et vous avez sur Internet une bande, vous voyez, il joue ce morceau de musique. Il est magnifique. Il a 18 ans, donc il est devenu très célèbre. Il a été pris au MIT. Ensuite, il a monté des entreprises. Il a même eu la médaille de la technologie américaine remise par Bill Clinton. Et maintenant, il est employé par Google, où justement, il déploie ses théories sur la singularité. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc lui, il dit, c'est pas seulement il se peut que la machine ne détruise pas, au contraire, il y a un grand espoir. L'espoir, c'est qu'on s'hybride aux machines. Et si on s'hybride aux machines, eh ben, on va être des espèces de conscience errante sur les réseaux. Mais on deviendra immortel, parce qu'on sera plus soumis aux contraintes de la biologie. Alors il y a un milliardaire russe
qui s'est dit, alors d'abord ils ont fait un calcul, et il dit c'est en 2045 que ça va basculer. Parce que, donc il a pris la loi de Moore, il a dit en 2045, alors je dis en passant, donc, comme lui, il est né en 1948, il se dit qu'il ne sera pas tout jeune. Donc, mais il a intérêt à vivre, il a intérêt quand même à faire attention, parce qu'il peut devenir immortel. Et donc, il a monté une entreprise qui s'appelle Ray and Terry Intelligent Nutrition, et on peut, si on le souhaite, acheter des petites pilules pour vivre plus longtemps. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez essayer. Alors, donc, il y a un milliardaire russe qui s'est dit on va être des âmes errantes, il faut se réincarner pour être dans le monde. Donc, ce qu'on peut faire, c'est fabriquer des robots, et puis ensuite, et on peut commencer tout de suite. Donc, vous faites 2045.com, vous avez ce site, et on vous propose, vous avez vu, Immortality Button, vous appuyez et vous commencez à développer votre avatar personnalisé immortel. Alors je cite quand même, dans le même genre, Calico, qui est California Life Company, qui est une filiale de Google, qui s'intéresse au génome pour essayer de soigner toutes les maladies, avec cette idée d'immortalité aussi. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans le livre dont on a parlé tout à l'heure, le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, c'est de reprendre ces arguments, parce que moi en tant que scientifique, j'étais quand même un peu choqué par les arguments qui étaient déployés, et de montrer que ce n'est pas vraiment la route. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis après, j'ai essayé de me journée. D'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais moi, à mon sens, justement, l'immortalité, alors on pourrait dire que c'est une forme de spiritualité, des réelles spiritualité, hein, parce que dans sa quête, il y a un moment où il y a un épanouissement total de l'esprit, hein, il y a 7 grandes étapes dans l'histoire de l'univers. Mais ce qui m'a semblé très intéressant, c'est que ça ne relève pas du religieux au sens traditionnel, hein, en tout cas des religions révélées, mais ça relève plutôt une analogie avec la gnose. Dans le sens où, comme dans la gnose, une volonté de réparer le monde et d'arriver par la connaissance à une spiritualité supérieure. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est de se dire quelles sont les motivations des géants d'Internet comme Google, ou comme Elon Musk, lorsqu'ils font la promotion de ce type de théorie, ou lorsqu'ils emploient des gens comme Ray Kurzweil. Alors je ne développerai pas ça ici, enfin juste un tout petit peu à la fin, mais je voudrais maintenant parler de ce que j'ai appelé la réontologisation. C'est-à-dire face à ces risques imaginaires, dont je pense qu'ils sont imaginaires, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais on va rentrer dans le détail. Mais face à ça, je pense qu'il y a une transformation majeure de ce monde, et j'ai appelé ça une réontologisation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un concept que j'ai emprunté à un philosophe italien qui est à l'université d'Oxford, qui s'appelle Luciano Floridi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit avec l'information. Alors l'information, elle existe depuis longtemps. Par exemple, les plantes communiquent de l'information avec des signaux chimiques. Mais elle prend aujourd'hui une part extrêmement importante à l'intérieur de nos vies. Alors pour essayer de caractériser ça, il y a cet emboîtement de sphères. Il y a la lithosphère, c'est les pierres, il y a la biosphère, c'est la biologie. Il y a éventuellement la logosphère, c'est la sphère du langage. Il y avait ce qu'appelait Théa de Chartin la noosphère, ça c'est encore autre chose. Mais lui, il dit qu'il y a une infosphère, c'est-à-dire une sphère informationnelle qui correspond aux échanges et qui s'est développée, qui s'est hypertrophiée considérablement avec les technologies de l'information. Et ce à quoi ça correspond, c'est que ça change les notions dans lesquelles qui régulaient notre monde. Alors je vais donner des exemples, c'est ça qu'on appelle une reconceptualisation. Alors, par exemple, l'amitié. L'amitié, c'est une notion ancienne. C'est dans l'Antiquité, on avait des traités de l'amitié. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi l'amitié, vous avez plein d'amis. S'agit-il de la même chose? Il y a une question. Vous voyez bien. Alors ensuite, la voiture. Vous savez ce que c'était qu'une voiture? Sauf qu'une voiture, ça a pas mal changé. Avant, c'était surtout de la mécanique, de la thermodynamique. Et aujourd'hui, c'est quoi? On ne rentrait plus dans le moteur. C'est de l'électronique, de l'informatique. Les gens qui disent la voiture, c'est un ordinateur sur 4 roues. Et c'est important du point de vue industriel. Je l'ai dit, le segment terminal d'une chaîne de valeur, c'est tout à fait central. Qui est-ce qui domine maintenant? Ce sont ceux qui maîtrisent
les composants informatiques. Qu'est-ce qui fait que vous allez acheter telle ou telle voiture? C'est plus tellement le moteur, parce qu'ils sont tous équivalents aujourd'hui. Ce qui fait que vous allez acheter telle ou telle voiture, c'est un tout petit peu la carrosserie, mais c'est aussi tout ce que vous allez avoir comme fonctionnalités supplémentaires qui sont liées à l'assistance au parking, à la conduite automatique, etc. Donc ça, c'est important. Ensuite, la confiance. En plus, ici, on est en Luxembourg, hein, c'est le domaine de la banque. La confiance est tout à fait essentielle, la monnaie, c'est tout à fait essentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la blockchain, vous avez entendu parler? Ce sont des nouvelles formes de confiance. Et la monnaie, c'est de la confiance. Si on en croit les théoriciens de la monnaie comme Michel Aguileta, effectivement, il y a de nouvelles monnaies parce qu'il y a des nouvelles formes d'établissement de la confiance qui sont liées à l'informatique. Là encore, je n'ai pas le temps de développer, hein, mais c'est quelque chose de tout à fait passionnant, hein, parce que ça s'inspire encore de la science-fiction d'ailleurs, hein, ça s'appelle la crypto-anarchie, hein, non pas hein, comme le crypto-communiste, un communiste sur un phoné, mais la crypto-anarchie, c'est l'anarchie de la cryptographie. C'est ce qui permet d'établir la confiance sans avoir une autorité centrale. Complètement différent hein, de ce qui existait jusqu'à présent. Donc, les monnaies. Et puis, deux choses qui m'importent pour la société, le travail et la souveraineté des États. Alors, je vais détailler un tout petit peu plus sur le travail, parce qu'on parle souvent de disparition du travail. Alors, est-ce qu'il y a une vraie disparition du travail? Alors, pour ça, je vais reprendre ça, mais je me suis inspiré d'un ouvrage que peut-être certains d'entre vous ont lu, c'est la condition de l'homme moderne en français. Le titre anglais, c'est The Human Condition. Pour des raisons évidentes, hein, ça a été, pour ne pas prêter confusion avec le roman de Malraux, hein, on n'a pas traduit la condition humaine, hein, mais c'est ce dont parle Anna. Et dedans, elle parle de ce qu'elle appelle la vita activa, qu'elle oppose à la vie contemplative. Et cette vie active, ce qu'elle dit, elle distingue trois types d'activités. Le labeur, qui sert à la subsistance, à assumer les besoins vitaux. L'œuvre, la réalisation dans le monde des objets. C'est l'œuvre de l'artisan, mais c'est aussi l'œuvre de l'artiste, bien sûr. Et puis ensuite, l'action, c'est l'action politique parmi les hommes. Alors, l'automatisation, bien sûr, on peut dire, ça supprime du travail. Mais qu'est-ce que ça supprime comme activité humaine? Alors, c'est intéressant parce que, est-ce que ça fait disparaître, par exemple, le labeur? Moi, je crois effectivement hein, que quand on utilise des robots, on va supprimer un certain nombre d'activités répétitives. Donc, effectivement, c'est bien ça qu'on supprime. Mais est-ce qu'on supprime tout le travail? Eh bien, on ne supprime pas tout le travail parce que si on veut faire de l'apprentissage profond, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des gens qui ont un très grand talent, beaucoup de compétences pour mettre en œuvre ces choses. Ce n'est pas une boîte noire qu'on met quelque part. Hein, ce sont ces 13 couches que j'ai évoquées tout à l'heure hein, qu'il faut mettre ensemble, qu'il faut développer, qu'il faut déployer. Donc ça n'est pas automatique, comme ça s'appelle de l'apprentissage automatique. Donc il y a de nouveaux métiers. Ça relève plutôt de l'œuvre, du work, au sens. Alors, nouvelles compétences. Le domaine des banques est très intéressant, parce que, vous vous souvenez, il y avait un métier, les plus vieux, bien sûr, se souviennent, il y avait un métier, on le voit dans les vieux films quand même, c'était le métier de caissier. Alors, si vous avez plein de banques, alors il y a peut-être des caissiers encore ici. En tout cas, en France, on a beaucoup de caissiers. Est-ce que les banques, après la disparition des caissiers, est-ce que les banques ont eu affaire à un débauchage énorme de personnel? Non, pas vraiment. Au contraire, elles se sont redéployées, elles ont de nouvelles activités, elles ne sont jamais portées aussi bien. Maintenant, c'est des problèmes des banques, c'est pour d'autres raisons, mais elles ne se sont jamais portées aussi bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de nouveaux métiers. Par exemple, dans les banques, il y a eu une multiplication d'agences, il y a des compétences informatiques qui sont apparues, et donc, l'informatique ne supprime pas le développement, toute forme d'activité, ça supprime certaines activités, mais pas d'autres. Et les activités que ça supprime, souvent, sont des activités assez pénibles. Je ne crois pas qu'il y ait une nostalgie à avoir du travail à la chaîne, ou du travail dans les champs. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'en ai pas vraiment. Alors, la question de l'emploi, effectivement, je pense que le risque, c'est qu'on ait une disparition de ces métiers très répétitifs, et donc une disparition des classes moyennes, mais que, bien sûr, alors il y a des gens qui vous disent, comme Moshe Darby, 50% des emplois disparaîtront d'ici 30 ans. Mais quand on regarde ce qu'il fait, il n'y a aucune étude d'économie sérieuse. Il se trouve que je suis intervenu l'an dernier à France Stratégie et
que cette étude a été publiée quelques mois avant. Et donc j'ai dit ce que j'en pensais. Et là, il y avait quelqu'un qui était là, qui est Jean Pisani-Ferry, dans un moment de Paris, parce qu'il a été le conseiller de notre président, quelques mois plus tard. Et effectivement, il m'a dit oui, nous aussi, on a cherché partout. On s'est demandé quel c'était. Alors lui, c'est un économiste, pas moi. Et il dit nulle part, aucune étude économique ne permet de justifier ce type de production. C'est donc de la fiction. C'est étonnant de voir que tous les journalistes ont repris ce type de déclaration sans aller plus loin. Et en revanche, qu'est-ce qu'on a? On est rentré dans une société de la connaissance, dans laquelle on a des civilisations du savoir, avec toutes les composantes, à la fois des savoirs traditionnels et des savoirs nouveaux. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans cette société de la connaissance, il faut en permanence se former. Et donc, il faut passer de ce qui était un mode ancien, où on se formait à 18 ans, on rentrait à l'école polytechnique ou à l'école normale pour la vie, et on avait des positions assurées, à un nouveau monde dans lequel il faut se former tout au long de la vie. Et je pense que c'est ça, bien sûr, qui est tout à fait central pour le futur. Ça veut dire que, bien sûr, il faut réinventer le travail d'une certaine façon. Donc, bien sûr, le labeur, ce que je dis, lui, va transformer, ça c'est évident. Il y a des activités physiques qui vont disparaître, je crois qu'il faut le dire sans nostalgie. Il y a de nouvelles activités comme des activités de service où la présence physique est importante, qui vont se développer et qui se développent déjà. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'activités qui relèvent de l'œuvre, au sens noble, bien sûr, du terme, la réalisation qui, elle, à mon sens, vont se développer avec l'ingénierie, la réingénierie. Mais justement, ce sont des activités qui ne sont pas automatisables. On ne peut pas segmenter le travail comme on le faisait dans le taylorisme. C'est totalement différent. Le monde qu'il est totalement différent. Ça peut produire des inquiétudes, on le conçoit, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est loin de là. Je pense qu'il y a plein de choses extraordinaires à faire aujourd'hui. Et puis il y a des points, l'action politique. Et cette action politique, je pense qu'elle est liée aussi au développement de la technologie. Donc, bien sûr, il faut maîtriser les technologies pour, en tout cas, maîtriser les ressorts de la technologie pour avoir une action politique qui est pertinente et en même temps savoir que l'action politique, elle est en lien avec le développement de la technologie. Alors, dernier point, je voulais parler d'autre chose, c'est la question de la souveraineté. Alors ça me semble tout à fait essentiel. Et en particulier, quand je dis derrière ces grands acteurs comme Google, il me semble que les motivations, ce qui explique le fait qu'ils parlent de la singularité technologique, c'est qu'ils sont en train de nous cacher quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut masquer quelque chose, on ne gomme plus. Mais on vous parle d'autre chose. Alors, ils nous font une grande frayeur, c'est pour ça que j'ai dit la peur masque les dangers, mais derrière, ils masquent ce qui est vraiment leur agenda. Leur agenda, qu'est-ce que c'est à mon sens? C'est d'assumer à la place des États les grands attributs de la souveraineté. Alors si on peut reprendre, je ne vais pas le faire dans les détails, mais par exemple les attributs régaliens. C'est quoi? C'est la défense. Alors, pendant longtemps, je me suis dit ça reste dans les États. Jusqu'à ce que je croise quelqu'un de Nancy qui m'a dit le problème, c'est que les gros groupes industriels, non seulement ils veulent se défendre des attaques, mais ils veulent eux aussi attaquer. Ils veulent être offensifs. Puis on l'a vu quand même ces derniers temps. Je ne détaille pas. La sécurité intérieure. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous ai parlé de la reconnaissance des visages. C'est essentiel pour la sécurité intérieure. Qu'est-ce qui se produit? Les grands acteurs comme Google, ils possèdent les 200 millions d'images qu'il faut pour entraîner les logiciels. Les États, est-ce qu'ils les possèdent? Non, ils ont les photos d'identité, mais ça ne suffit pas. Et combien même ils les posséderaient, ils n'auraient pas le droit de les utiliser. Les règlements, la communauté européenne, les recours qui se feraient ici, empêcheraient les États de les utiliser. Et puis ensuite, on peut continuer. La finance, battre monnaie, ça relevait de la souveraineté. On voit qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont capables de battre monnaie. Lever l'impôt. Pour lever l'impôt, il faut établir le cadastre. Or, dans certains pays, comme la Grèce par exemple, il n'y a pas de cadastre et Google peut éventuellement établir le cadastre. L'état civil, c'est étonnant. Vous savez que quand vous allez aux États-Unis, que vous remplissez le formulaire ESTA, depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de donner les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actifs. On va bientôt faire plus confiance aux réseaux sociaux qu'aux documents officiels d'identité.
Enfin voilà, je ne détaille pas, mais je pense que c'est tout à fait essentiel, parce que ça veut dire qu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui. Il faut que les citoyens sachent dans quel monde ils arrivent et qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on veut réaffirmer les notions de souveraineté? Qu'est-ce qu'elle a comme sens aujourd'hui? Je pense que ça, c'est une grande question, parce que ça n'a rien d'évident. Parce que le fondement de la souveraineté, c'était la coextension, ce que je disais tout à l'heure, entre le territoire et l'État. Or, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les États sont pénétrés. Comment faire? C'est une question pour l'avenir. J'aimerais travailler là-dessus. C'est une question passionnante. Je n'ai pas de réponse. Alors, je voudrais conclure donc avec 2 points sur l'éthique. Alors, quelles sont les questions d'éthique? Les machines autonomes, par exemple. Il y a eu une lettre ouverte qui a été faite il y a quelques années sur l'autonomie des armes. Alors, c'est quoi des armes autonomes? Ce sont des armes qui sont capables de sélectionner d'elles-mêmes leur cible et de tirer. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Je n'arrive pas jusqu'au bout parce que c'est compliqué. Il n'est pas certain que les militaires aient vraiment envie d'armes autonomes. Mais ça, c'est une autre affaire. Les lois de la robotique d'Asimov, alors je ne les donne pas, enfin, vous en souvenez tous. Alors, il se trouve que moi, je travaille avec des philosophes, et surtout avec d'autres spécialistes d'intelligence dans un programme qui s'appelle Ethica, éthique pour les agents autonomes, où justement, on réfléchit à cette introduction de valeurs humaines dans la programmation des robots, et entre autres à d'autres questions, disons, liées à l'éthique de la décision avec les machines autonomes. Nécessité d'éthique, alors en particulier, il y a alors, donc, toute une tas de dimensions qui sont liées aux robots, à la vie privée, il faut se prévenir contre les rumeurs, tout ça fait qu'on rentre dans un monde qui est totalement différent, qui est lié au numérique, et dans lequel, certainement, il faut reposer. L'éthique, vous savez, l'étymologie d'éthique, ça vient en grec d'étable. C'est là où on revient chaque soir. Le problème, c'est qu'on est dans un monde qui a tellement changé qu'il est difficile de savoir où on revient le soir. On n'est pas là où on était le matin. Et donc, certainement, il faut réfléchir à ces questions-là. Et je pense qu'il faut que tout le monde réfléchisse à ces questions. Alors, je vais donner un autre exemple assez terrifiant. Ici, il y a des gens qui veulent mettre des stimulateurs, des implants dans le cerveau pour essayer d'augmenter notre mémoire. Et Elon Musk, dont on a parlé tout à l'heure, a lancé en mars 2017, donc il y a très peu de temps, une société qui s'appelle Neuralink. Alors, son nom est tout à fait évocateur. Neuralink, un lien avec le cerveau. Son idée, c'est de brancher des dispositifs électroniques sur le cerveau pour augmenter nos capacités cognitives. Avoir un disque dur comme ça, vous n'aurez même plus besoin d'apprendre des déclinaisons latines, vous les saurez tout seul. Et c'est formidable. Mais on imagine bien que ça a des conséquences terrifiantes si ça peut se réaliser. Heureusement, il n'y a aucune chance pour l'instant que ça se réalise. Mais c'est quand même un projet assez terrifiant. L'homme symbiotique. Et puis, j'ai évoqué il y a un livre extraordinaire écrit par Cathy O'Neil sur les systèmes prédictifs, sur la gouvernance algorithmique, sur le fait qu'on va utiliser des systèmes prédictifs pour prendre des décisions à la place des hommes, avec tous les effets délétères que ça peut avoir sur la société. Elle montre quelles ont été les conséquences dans la société américaine de ce type de choses. Par exemple, elle explique comment l'augmentation des frais des universités a été directement liée à l'utilisation de systèmes prédictifs qui anticipaient le salaire de sortie des universités en trichant un tout petit peu, etc. Elle explique ça, mais elle explique plein d'autres choses extraordinaires. Je veux dire que ces questions-là, bien sûr, si on laisse les machines gouverner à notre place, si on ne veut pas prendre de responsabilité, effectivement en Europe souvent on a peur de responsabilité, donc les conséquences risquent d'être terrifiantes. Alors je voulais conclure ensuite pour dire qu'il n'y a pas que des aspects pessimistes, il y a des aspects optimistes. À mon sens, il y a de nouvelles humanités qui sont en train de naître. Si on regarde qu'est-ce que c'est que la naissance de l'humanisme, c'est la relecture des anciens, et je pense qu'il y a une façon de lire les textes classiques avec le numérique qui est nouvelle. C'est ce que je fais dans mon laboratoire. On a un laboratoire d'excellence avec les équipes de littérature de la Sorbonne, et on travaille justement sur de nouveaux opérateurs d'interprétation. Alors, je vais vous donner 2 petits exemples avant de conclure. D'une part, on travaille sur la génétique textuelle. Alors, ce sont des gens qui prennent des brouillons d'auteurs, qui font les poubelles des grands écrivains, et qui, à partir de ça, essaient de reconstituer la démarche intellectuelle de l'auteur. C'est passionnant parce que c'est une lecture diachronique
qui s'opposent à la lecture synchroniste. Il y a des choses qu'on ne voit pas sur l'exemplaire final, mais qu'on voit apparaître à travers les strates de construction du texte. Et donc on a développé des outils qui aident à ce genre de choses. De même, l'intertextualité, je sais que dans les années 70, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit un texte, il se produit dans une société donnée, avec des jeux d'influence, des oppositions, puisqu'on écrit un texte en opposition à un tel, éventuellement citant un tel, etc. Et bien, ça, les gens l'ont fait à la main, et justement, on utilise aujourd'hui des techniques informatiques pour essayer de repérer ces jeux d'influence mutuelle. Donc ça, vous voyez, sont ces nouveaux. Alors pour conclure, le dernier transparent, je voudrais citer, moi c'est quelque chose d'assez magique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1991, il y a eu un ouvrage assez, enfin moi je l'avais lu, qui était assez extraordinaire, du visible au visible, où Ivan Illich parle de quelqu'un qui s'appelle Hugues de Saint-Victor. Alors Hugues de Saint-Victor, c'est quelqu'un qui introduit une nouvelle méthode de lecture au XIIe siècle. Il dit on va pouvoir introduire dans les textes, et avant l'imprimerie, on va pouvoir introduire des éléments qui vont permettre de lire silencieusement. C'est-à-dire, par exemple, jusque-là, il n'y avait pas de blanc entre les mots, il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de table des matières. Et donc, il a introduit toutes ces choses-là. Ça fait qu'on a lu différemment. Effectivement, c'est quelque chose, parce qu'avant, il fallait annoncer pour lire. Parce que sinon, on n'était pas capable de comprendre ce qu'on disait. Et donc, ça, c'est une transformation majeure, parce qu'on va beaucoup plus vite. Parce que conceptuellement, ça devient complètement différent, parce que la page devient une image de la pensée. Pas seulement une transcription de l'oralité, transcription des textes. Parce qu'on met les marques d'oralité dans le texte, on va appréhender le texte différemment. Alors, cette chose donc extraordinaire, je me suis rendu compte, tout à l'heure, c'était pour moi, au moment où, alors je ne sais pas si vous connaissez Jussieu, c'est là où je suis, dans Paris, la tour Zamorsky. Au moment où elle a été inaugurée il y a quelques années, la ministre est arrivée et elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, alors c'est ton conseiller qui a pu lui dire, je ne sais pas si vous savez, c'est là où était l'oratoire de Saint-Victor. Effectivement, il est juste à côté de Jussieu. À 9 siècles de distance, on reprend un peu le même projet. On passe à une nouvelle lecture des textes, à une nouvelle pratique intellectuelle à l'aube du XXIe siècle. Merci. Si vous voulez bien, on va passer aux questions. Merci. Voilà. Donc, c'est moins une question qu'une réflexion. Et là, je ne sais pas comment le tenir, peut-être comme ça va aller mieux. Et une réflexion sur les... Fais parler fort. Ouais. Voilà, la machine ne gagne pas toujours. Je voudrais faire un parallèle que je n'avais jamais encore fait, mais quand je vous ai entendu développer la théorie de l'hybridation, il m'est venu quelque chose qui est déjà une hybridation, qui est très simple et qui m'a été expliqué par un ORL récemment. Et ça donne à réfléchir. C'est que cet ORL m'a expliqué la chose suivante. Si une personne âgée attend trop avant de s'équiper d'un appareil auditif, le cerveau, entre-temps, n'entendant plus les signaux, est devenu un peu paresseux, n'a plus l'habitude de les trier, de faire le process, etc. Et donc, au moment où on va l'équiper, la personne sera moins performante que si on l'avait équipée plus tôt. Alors, le lien avec ce que vous dites sur l'hybridation, ben, ça nous fait penser que, notamment lorsque les aides auditives qu'on va mettre dans 5 ans, dans 10 ans, elles seront tellement performantes avec la réalité augmentée et tout un tas de services qui seront bien meilleurs que notre audition d'aujourd'hui, alors que les appareils auditifs aujourd'hui, c'est un peu une béquille, mais ça ne nous apporte rien de spécial. On sera tenté de s'en équiper de plus en plus tôt, parce que ça va entendre un danger potentiel d'un groupe de gens violents de l'autre côté de l'angle de la rue, alors qu'on est en train de marcher 1h du matin qu'on n'a pas entendu, une voiture qui arrive à 2 fois la vitesse normale, mais elle est encore à 500 mètres qu'on n'a pas entendu.
Et puis plein de choses que ça peut nous apporter, ça va peut-être nous apprendre, même à 50 ans, alors qu'on a le cerveau beaucoup moins plastique et plus lent qu'un gamin de 10 ans, à apprendre 6 langues. Mais que va-t-il se passer, puisqu'on est dans une société de compétition et qu'on a tous envie ou besoin, ou on est forcé d'être plus compétitif que l'autre, eh bien on s'en équipera de plus en plus tôt. Et donc, c'est là où il y a le problème, effectivement, après, de qui contrôle tout ça, puisque tout est lié. Et la tour que vous avez montrée d'Amazon, je ne la mettrai jamais chez moi, bien évidemment, parce qu'elle peut m'apporter des services, mais ce que je sais. Vous avez donné l'exemple d'ailleurs du négatif, c'est-à-dire, je me fais assassiner, les propriétaires des droits et du système ne vont pas communiquer mes données à la police. Mais par contre, je vous affirme que dès aujourd'hui, si j'ai la tour chez moi et que je tousse 50 fois dans la journée, j'aurai des publicités pour les pastilles et pour les sirops qui apparaîtront sur l'écran. C'est déjà comme ça. Facebook a déjà vendu à des sociétés des profils de tous les gens psychologiquement faibles. Ils sont en procès pour ça. Imaginez que la société qui leur ait acheté, ce soit la Scientologie ou une autre secte qui se soit cachée. Vous avez dit que les voitures sont des ordinateurs à 4 roues. Vous avez raison aujourd'hui. Dès l'an prochain ou dans 2 ans, vous aurez tort. Les voitures, la définition, vous devrez la refaire, simplement on n'aurait pas tort, mais vous la referez et vous direz les voitures sont des aspirateurs à données personnelles. Car les assureurs veulent que Volvo, par exemple, qui est le plus avancé là-dedans, leur disent il a bien conduit, il a mal conduit, il a dépassé la vitesse à tel moment, il n'a pas les bons réflexes pour pouvoir distribuer des bonus et des malus. Merci de vos commentaires. Je suis en grande partie d'accord avec vous. Moi, c'est ce que j'essaie de souligner. Moi, je pense qu'il y a des questions qu'il faut qu'on aborde collectivement, dont on prenne conscience. Alors après, il y aurait peut-être des inflexions à apporter, hein, parce que l'inquiétude de voir des dispositifs matériels qui sont faits pour nous aider, qui font perdre des compétences, est très ancienne. Hein, par exemple, Platon, on le fait, s'inquiète du livre, en disant que ça va faire perdre la possibilité de mémoriser les choses, ça va faire perdre la présence. Donc c'est à la fois vrai et faux. Mais vous avez en partie raison, c'est-à-dire qu'on s'habitue. Hein, par exemple, c'est vrai qu'avec les GPS, hein, on se repère moins, on a une espèce de paresse intellectuelle. Je pense qu'il faut simplement penser que la société du futur, c'est nous qui la faisons. La technologie ne tombe pas dessus. Ce à quoi je m'oppose, c'est à ce qu'on dise qu'il y a une fatalité de la technologie, qu'il y a une autodétermination du développement technologique. Ça, je pense que c'est faux, mais je crois que si on veut lutter contre ça, il faut qu'on sache. Les questions éthiques que j'ai évoquées ici, assez incidemment, mais je pense qu'il faudrait rentrer plus dans le détail, ce sont des questions majeures. Il y a un certain nombre d'années, moi-même, je n'avais pas l'idée en tant qu'informaticien que les résultats de nos recherches puissent poser des problèmes de cet ordre-là. Aujourd'hui, nous avons changé, et il faudrait que ce ne soit pas simplement quelques spécialistes. Je crois que l'ensemble de la société, et surtout le personnel politique, doit être vraiment conscient des conséquences que ça peut avoir. J'espère que le renouvellement que nous allons avoir des élites politiques, progressivement, cette conscience va